Ce 14 novembre, le monde entier commémore la journée internationale du diabète. Au Burkina Faso, cette journée a été commémorée à Koudougou à travers une marche, une façon d'interpeller le gouvernement à intensifier la lutte contre cette maladie. L'Afrique mobilise ses troupes pour parler d'une même voix à la COP22. Une semaine après le début des négociations, l'espoir est encore loin pour les pays africains dont les revendications ne sont pas encore acceptées à la COP22. Mais tout est mis en œuvre pour arracher un compromis à soumettre au chef d'État. La question de l'incivisme dans les établissements scolaires est au centre d'une rencontre sous-régionale qui a débuté ce 14 novembre à Ouagadougou. Les participants à cette rencontre viennent du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Ils vont mener la réflexion sur les stratégies à mettre en œuvre pour promouvoir la non-violence dans les écoles des pays concernés. Au Mali, le procès du chef de l'ex-junte militaire Amadou Sanogo va démarrer. Le 30 novembre prochain, le principal accusé et ses camarades seront jugés pour complicité d'assassinat et d'enlèvement. Il s'agit de l'affaire dite des Bérets Rouges, dans laquelle les corps d'une vingtaine de militaires avaient été découverts en 2013. Bonsoir, merci de suivre ce 20h. Tout d'abord, sachez que le Premier ministre a échangé ce lundi avec les acteurs du secteur privé. Au menu des échanges, le Plan national de développement économique et social. Paul Kabatiba a invité les acteurs du secteur privé à prendre part à la conférence des bailleurs de fonds sur le financement du PNDS. Rappelons que cette conférence est prévue en début décembre prochain à Paris. Nongba Kouda Aboubakar Sayon. À un mois de la conférence des partenaires du Burkina pour le financement du Plan national de développement économique et social PNDS, prévu les 7 et 8 décembre prochains à Paris, le Premier ministre échange avec les acteurs du secteur privé. Au centre de cette deuxième rencontre, la présentation des projets structurants du PNDS. Environ 15 400 milliards de francs CFA sont nécessaires pour la mise en œuvre de ce plan qui sera financé à 63,8% par les ressources propres. Le besoin de financement s'élève à 36,2%, soit 5 570 milliards de francs CFA. Le chef du gouvernement souhaite donc une forte implication du secteur privé dans la mobilisation de ces fonds. La vision du gouvernement est déclinée dans le plan national de développement économique et social est la recherche d'une complémentarité, d'un partenariat vertueux entre l'État et le secteur privé. L'État a pour rôle d'assumer ses fonctions régaliennes, la justice, les infrastructures, l'environnement des affaires. Et il revient au secteur privé de créer la richesse, de créer les emplois. C'est cela la vision du gouvernement. L'initiative d'associer les opérateurs économiques nationaux à la stratégie de financement du PNDES est saluée par ces derniers qui pensent être à la hauteur des attentes du gouvernement. Le secteur privé de notre pays peut apporter une contribution significative, mais je n'occulte pas la nécessité pour le gouvernement d'accompagner également le privé. Paul Kabatiba a présenté les mesures prises par son gouvernement pour favoriser le climat des affaires au Burkina. Le chef du gouvernement a surtout appelé les acteurs du secteur privé national et international à participer à la conférence des partenaires à Paris. On reste à la primature où le chef du gouvernement a reçu en audience le ministre de l'énergie de l'Azerbaïdjan. Les échanges ont porté sur les questions de développement et surtout la coopération que le Burkina Faso et l'Azerbaïdjan comptent établir. Déjà, ce pays compte intervenir au Burkina dans le domaine de l'énergie. Plus de précisions avec Roger Kam et Moumouni Soubega. Сегодня у нас состоялась очень конструктивная содержательная встреча с премьер-министром. Avec le Premier ministre du pays. Nous avons discuté des questions relatives au développement économique et social du pays. Nous avons discuté également du PNDS. Nous avons ensemble fait un tour d'horizon des secteurs de l'économie qu'il faut développer, mais avant tout, nous saluons cette stabilité politique sans laquelle aucun effort n'est possible. Nous sommes venus ici avec des représentants de haut rang de la société d'État azerbaïdjanaise dénommée Sokar. Nous sommes très intéressés par le développement de l'énergie électrique, la distribution dans le pays des produits pétroliers,
Et pour cela, nous sommes en train de construire un terminal à cet effet. Ce type de terminal est en train d'être construit à Cotonou pour servir de stock. Et grâce à ce terminal, nous pourrons assurer l'approvisionnement de tout le Burkina Faso en produits pétroliers. Et avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous avons discuté des possibilités d'augmenter la capacité des stocks en hydrocarbures. Nous avons également abordé la question de la construction des infrastructures routières. Nous avons également discuté de la possibilité de construction des stations électriques, surtout les stations solaires. Ouvrons à présent la page santé de cette édition. S'il y a une maladie qui fait parler d'elle actuellement au Burkina Faso, c'est bien la dengue. Jusqu'à la date d'hier 13 novembre, plus de 1200 cas suspects de dengue ont été enregistrés par les services de santé. On dénombre malheureusement 15 décès. Les chiffres sont du ministère de la Santé qui compte désormais sur les établissements de santé privés pour faire face à la maladie. Kostoun Koulibaly, Lazare Pouya. C'est une rencontre d'échange entre le ministre de la Santé et son staff avec les promoteurs des cliniques et polycliniques privées du Burkina Faso sur la lutte contre la dengue. Il s'agissait pour Dr Ismaïla Ouedraogo d'affiner les outils dans le cadre de la lutte contre la dengue, de faire le point sur l'organisation de la riposte et la situation de la dengue dans notre pays. En date du 13 novembre, nous avons pu collecter sur tout l'ensemble de la région du centre 1266 cas suspects, dont 1061 cas probables. Et nous avons collecté, il y a eu 15 décès. Depuis le 10, il y a une tendance à la baisse des cas. Les cliniques et polycliniques privées du Burkina Faso ont notifié depuis le mois d'août 2016 à ce jour 879 cas suspects de dengue, dont 2 décès dans les hospitalisations. Les laboratoires d'analyse médicale ont réalisé 3392 tests, dont 1114 cas positifs de dengue. Nous posons soit le diagnostic de paludisme, soit le diagnostic de grippe, soit le diagnostic de la dengue, la fièvre dengue, à partir des éléments biologiques que nous allons demander. Et ces différents examens biologiques nous permettent à coup sûr de faire maintenant la différence entre ces 3 maladies qui ont pratiquement les mêmes symptômes. Mon message est de les féliciter pour tous les efforts qu'ils ont développés depuis le début de la crise donc liée à l'épidémie de dengue et de les demander à ce qu'ils redoublent d'efforts pour nous accompagner. C'est encore une fois de plus les rappeler qu'ils font partie du ministère de la Santé. Encore les inviter et les rappeler à améliorer la collaboration en termes de transmission des données. Les promoteurs des cliniques et polycliniques privées du Burkina Faso ont notifié au ministre de la Santé les difficultés d'accès aux médicaments et aux intrants. D'autres questions, notamment la nomenclature et la tarification des actes médicaux, la pharmacie hospitalière, le monopole des médicaments et la pulvérisation dans les formations sanitaires pour les structures privées qui le désirent contre la dengue ont également été abordées. Ce 14 novembre, la communauté internationale célèbre la journée mondiale du diabète. Au Burkina Faso, c'est la ville de Kourgou qui a abrité la célébration officielle de cette journée. Ceux qui ont pris part à la célébration ont marché pour interpeller le gouvernement sur la nécessité d'intensifier la lutte contre cette maladie. Le reportage de Gérard Soumé et Zalissa Sanfou. Aujourd'hui, comme chaque 14 novembre, est une journée dédiée au diabète. Et ici à Koudougou, c'est par une marche que acteurs de la lutte et diabétiques ont décidé d'engager le combat contre la maladie. C'est une journée qui a 3 caractères essentiels pour nous. Plaidoyer pour nos associations, faire un point de nos activités et aussi voir comment communier avec les associations de diabétiques. Pour mettre beaucoup d'accent sur la prévention. La prévention pour pouvoir éviter que les populations puissent en tout cas avoir cette maladie. Ouvrir l'œil sur le diabète, c'est le thème de la journée mondiale 2016. Une invite aux autorités pour plus d'engagement dans la lutte contre la maladie. Et en ce qui concerne les malades, ils doivent aussi bien ouvrir l'œil, mais cette fois-ci sur leur régime alimentaire. Ce qu'il faut éviter, c'est surtout les sucres rapides. Voilà, le sucre en poudre, le sucre en carreau, les aliments où on a mis du sucre, un gâteau sucré et autres boissons sucrées.
c'est ce qu'il faut éviter. Voilà. Autrement, le reste, c'est vraiment essayer d'ajuster. Par exemple, le riz, le taux, tout ce qui est féculent, les tubercules comme les ignames, on doit le manger en quantité réduite. Ça veut dire qu'on doit pouvoir considérer ce que le malade mangeait avant d'être connu diabétique et on réduit progressivement, au moins 30%. Et on évite aussi tout ce qui est gras, surtout les graisses animales. Voilà, les huiles, on doit les éviter. Surtout les fritures contiennent beaucoup d'huile. Donc si on évite cela, on peut permettre de réduire au niveau calorique la charge sur le diabétique, ce qui permet souvent même l'efficacité du traitement. Après cette marche, comme une prescription faite à un diabétique, tous ont fait un arrêt ici pour écouter les spécialistes sur la question, soit pour mieux s'informer et prévenir la maladie, soit pour mieux connaître la maladie et vivre avec. Dans l'actualité également, l'Afrique se mobilise pour parler d'une même voix sur les changements climatiques. Cela se passe à Marrakech au Maroc où se tient la COP22 depuis quelques jours. Hier, les négociateurs de l'Afrique ont fait le point de leur travail au ministre africain chargé de l'environnement. Il ressort qu'une semaine après le début des négociations, les revendications de l'Afrique sur le climat n'ont pas encore obtenu gain de cause. Plus de précisions avec nos envoyés spéciaux Issa Kafando et Pascal Kani. C'est une séance de débriefing des négociateurs au ministre africain de l'Environnement. Après une semaine d'intenses négociations pour la mise en œuvre effective de l'accord de Paris, les choses ne semblent pas avancer au rythme souhaité, surtout en ce qui concerne les besoins des Africains. Les Africains revendiquent les moyens de résilience et d'adaptation, ce qui ne semble pas préoccuper pour le moment les pays les plus avancés. L'accord de Paris ne donne pas de questions précises sur l'adaptation. Alors que vous savez, en Afrique, lorsque vous regardez le Burkina Faso, la question fondamentale que le citoyen burkinabé se pose, qu'est-ce que je tire de cet accord de Paris? Ces besoins de ressentir les effets positifs de l'accord, le ministre burkinabé de l'Environnement l'a fait savoir à la tribune. Cela se gagnera dans l'unité. Tour à tour, les représentants de l'Union africaine, de la BAD et du NEPAD réaffirment l'urgence de la situation en Afrique et le besoin d'aller unis aux négociations. On pense que maintenant, nous devons aller au-delà des promesses. Beaucoup de choses ont été dites. Concrètement, l'Afrique veut savoir combien les pays développés qui sont responsables de nos situations mettent dans la caisse et quelle est la part qui pourrait être réservée à l'Afrique. Et je pense que c'est dans ce débat où nous sommes, où nous n'avons pas encore de conclusion précise, mais ce sera l'occasion de donner des orientations aux négociateurs pour que le débat continue, bien sûr, en termes de négociation. Pour ce faire, l'Union africaine exhorte les pays africains à ratifier le plus rapidement possible l'accord de Paris afin de donner plus de crédibilité aux revendications africaines. Le Burkina Faso a ratifié cet accord de Paris en octobre dernier. Autre point de l'actualité, des Burkinabés qui font la promotion de la paix ont été récompensés au cours d'un dîner gala le vendredi dernier à Ouagadougou. 16 trophées ont été décernés à ces personnes issues de divers milieux de la société burkinabé. Une façon de les encourager à poursuivre les actions de promotion de la paix et de la cohésion sociale. Et cette cérémonie de récompense était à sa 3e édition. Césaire Carrefour, Vincent Tiendrebego. Les organisateurs du Pengrkouni 2016 décernent des trophées de la paix à des personnalités issues des milieux religieux, associatifs et institutionnels, entre autres. Ces acteurs ont été récompensés pour leurs efforts dans les activités de promotion, de recherche et de maintien de la paix et la cohésion sociale. Il invite à faire en sorte que la paix règne là où nous sommes. Je suis chef traditionnel, que la paix règne à Koudougou et au-delà du Koudougou, que la paix règne au niveau du Burkina Faso. C'est pour ça que je suis très heureux. Lors de mon passage bref à Dori, des actes ont été posés qui allaient dans le sens de la construction de la paix. Et ces actes n'ont été possibles que grâce à Dieu et aussi grâce à mes frères et sœurs chrétiens et musulmans de Dori. Je sens en moi un appel à m'engager davantage pour la construction de la paix. Pour les organisateurs, ces distinctions sont une invite à tout citoyen à œuvrer quotidiennement dans le sens de la promotion de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Les trophées de la paix, ce n'est pas pour Bamostéo, mais c'est pour vous tous. Et que vous, partout où vous vous trouvez, si vous voyez des gens qu'on peut galvaniser en donnant des trophées,
pour les conforter à rester dans leur position, dans leur ligne de conduite, pour les galvaniser à rester dans leur façon de voir la vie, pour les galvaniser dans leur façon de vivre. Je crois que c'est toujours la bienvenue. Cette troisième édition de Pengre Kouni, placée sous le parrainage du ministre en charge de la culture et sous le patronage de Maître Titenga Passeri, a suscité un intérêt pour le public. La paix et la cohésion sociale, on en parle également dans la page entretien de cette édition. Le Burkina Faso va commémorer conjointement la Journée internationale de la paix et la Journée internationale de la tolérance le 17 novembre prochain. Et pour en parler, nous recevons M. René Bagoro, ministre de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, Mme Kaori. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la symbolique de ces deux journées-là? Ok, merci. Effectivement, nous allons célébrer le 17 prochain de façon conjointe. Deux journées, la Journée internationale de la paix et la Journée internationale de tolérance. Ce sont des journées qui ont été instituées pour faire la promotion de la paix et de la tolérance en mettant l'accent sur la justice et un certain nombre de valeurs qu'il faut cultiver. Donc il s'agit, surtout pour notre pays qui commémore ces événements depuis 2004, de marquer un arrêt pour réfléchir sur la nécessité de la paix et de la tolérance pour un mieux-être des citoyens burkinabés. Alors le thème retenu, c'est la responsabilité citoyenne dans la préservation de la paix et la cohésion sociale. Dites-nous, qu'est-ce qui a motivé le choix d'un tel thème? Alors vous savez que notre pays traverse une situation marquée par beaucoup de tensions sociales. On sait des revendications sociopolitiques qui peuvent être considérées comme légitimes. Il y a également, vous l'avez observé avec moi, qu'il y a une montée de plus en plus de l'incivisme dans tous les domaines. Nous avons estimé qu'étant un ministère chargé aussi de la promotion du civisme, il était nécessaire dans la célébration conjointe de ces journées-là de réfléchir sur comment le ministère peut, avec les autres acteurs, contribuer justement à faire baisser cette tension sociale. Et c'est dans ce sens que nous avons choisi justement de réfléchir sur la thématique que vous avez donnée, qui permet d'interpeller chaque citoyen sur son rôle en faveur de la paix et de la tolérance. Alors, au-delà de cette commémoration officielle, qu'est-ce que vous faites concrètement au niveau du gouvernement pour promouvoir la paix et la cohésion sociale? C'est vrai, vous avez raison. S'il s'agissait de célébrer une journée seulement dans l'année et ne rien faire, on ne pourrait certainement pas atteindre nos objectifs. Vous savez que le ministère de la Justice et des Droits humains, de la promotion civique, a en charge aussi de mener des sensibilisations, de prendre des mesures pour cultiver l'esprit du civisme. Et dans ce cas, nous avons par exemple une direction générale de la promotion du civisme qui mène des réflexions avec beaucoup d'acteurs, notamment au niveau des écoles, au niveau des établissements secondaires, également en collaboration avec le ministère de la Sécurité, notamment à travers les forces de défense et de sécurité, pour voir comment créer les conditions favorables d'une culture du civisme. Donc, nous avons des sensibilisations, nous avons des conférences que nous donnons, nous avons des appuis techniques que nous donnons aux associations de la société civile pour les amener à aller aux confins de notre pays pour pouvoir attirer l'attention sur des valeurs comme par exemple le respect du drapeau, le respect des couleurs nationales, sur le respect par exemple des anciens, de notre culture. Donc il y a beaucoup d'actions qui se mènent et que cette journée n'est qu'un moment d'arrêt pour pouvoir réfléchir et voir comment partir sur de nouvelles bases. Alors, si toutes ces actions-là sont menées, comment expliquez-vous le fait que l'incivisme et la violence soient de plus en plus récurrents dans nos écoles? Oui, vous savez que notre pays vient de loin. Nous avons connu 27 ans de régime qui, à un moment donné, peut-être a toléré certaines situations. Vous avez vu que vers la fin de l'ancien régime, il y a eu beaucoup de manifestations. Et lorsqu'il y avait des manifestations, on avait tendance à céder. Je crois que ça a contribué justement à donner le goût de les revendications tous azimuts et souvent avec des violences. Et également, sous la transition aussi, tous ceux qui ont pensé qu'ils avaient joué un rôle, j'allais dire, primordial dans l'avènement de ces situations, on pensait qu'à tout moment, il fallait revendiquer, y compris par la violence. Je crois que c'est ça surtout qui explique que malgré les actions qui sont faites, on sent comme une montée de cet incivisme. Mais je crois que c'est un passage obligé et je crois que nous ne devons pas nous décourager surtout. Peut-être que si on ne menait pas ces actions chaque jour, on allait peut-être avoir une situation plus grave. Alors, et vous, en tant que ministre de la Justice, pensez-vous qu'on peut parler de paix sans justice? Ah, pas du tout, pas du tout. Je crois que, comme l'a dit le chef de l'État, le triptyque
vérité, justice et réconciliation est nécessaire. Et nous le disons, nous le pensons toujours, que la justice est une étape nécessaire pour aller vers la réconciliation. On ne peut pas faire l'économie de la justice et dire qu'on va aller vers la réconciliation. Ce sera une réconciliation de façade. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je rappelle que vous étiez sur notre plateau pour parler essentiellement de la commémoration conjointe des journées de la paix et de la tolérance, à une commémoration qui aura lieu le 17 novembre prochain. Et pour plus de civisme dans la société burkinabé, il faudra peut-être repenser l'éducation. Mais concrètement, comment cela peut se passer? La question a été au centre d'une consultation qui s'est tenue ce matin à Ouagadougou. Une consultation à laquelle ont pris part des acteurs de la société civile qui œuvrent justement dans le domaine de l'éducation. Siedi Lareyen, Estelle Judith Assorba. Les parties prenantes de l'éducation de 10 pays de l'Afrique de l'Ouest francophone réfléchissent sur comment repenser l'éducation vers un bien commun mondial. C'est une publication de l'UNESCO qui fait ressortir les progrès, les défis actuels et futurs, conformément aux objectifs de développement durable. The main challenges are first related to the priorities. I think the priorities are, il y a trois principaux défis. Un premier, c'est les problèmes que les décisions sont prises par les hauts, puis ça manque une participation plus large. Un deuxième, on a oublié l'importance de l'alphabétisation dans notre continent. Et un troisième, c'est le financement. Il y a une agenda très, très ambitieuse pour l'Afrique, mais il faut des moyens pour les financer. Et ces moyens-là ne sont pas présents maintenant. Donc ça va faire partie des discussions que nous allons mener pour arriver à des conclusions qui permettent d'avoir ces financements pour revenir aussi à ces priorités, une plus large participation et l'alphabétisation qui est oubliée. Il s'agit pour ces acteurs de partager des stratégies, des programmes et des pratiques qui permettent d'assurer une éducation inclusive, équitable et de qualité. Cette consultation est une première d'une série et toutes les inquiétudes qui seront soulevées seront transmises à l'UNESCO. Le but final est de lutter contre l'analphabétisme. La question du civisme dans les établissements scolaires est au centre d'une rencontre sous-régionale qui a débuté ce 14 novembre à Ouagadougou. Ceux qui prennent part à cette rencontre viennent du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Ils vont mener la réflexion sur les stratégies à mettre en œuvre pour promouvoir la non-violence dans les écoles des pays concernés. Cette rencontre se tient jusqu'au 18 novembre prochain. Yacouba Gamene, Ismaël Diloma, Sirima. Venus du Mali, du Niger et du Burkina Faso, ces 35 praticiens de l'éducation à la paix réfléchissent sur la prévention des violences en milieu éducatif. À travers cette plateforme du programme Genovico de l'ONG EREN, ils partageront durant 5 jours leur expérience et outils pédagogiques pour enseigner la non-violence dans les écoles. Si on a participé au processus de fixer les règles, on est beaucoup plus censé à les respecter. Parce qu'on les a conçus, on sait les a appropriés. Éducation à la paix, concept, approche, outils et capitalisation des expériences, c'est le thème de cette rencontre. Face à l'incivisme grandissant dans les établissements scolaires, cette initiative est saluée par le gouvernement burkinabé. Le ministère de l'Éducation nationale a pris un certain nombre de dispositions, dont l'enseignement du civisme à l'école. Et cela a commencé par l'organisation de la semaine du civisme à l'école qui a eu lieu il y a environ 1 mois. Le ministère demande l'appui des familles, mais aussi des ONG travaillant dans ce domaine, et l'atelier EREN Sahel en est une manifestation concrète. L'ONG EREN, ou Service chrétien international pour la paix, existe au Burkina depuis 2010. En plus de l'éducation à la paix, son programme Genovico concerne également l'exploitation transparente des ressources extractives. La rentrée littéraire du Faso, 5e édition, a eu lieu le 12 novembre dernier à Ouagadougou. Les femmes marquantes de cette rentrée ont été la conférence publique et des analyses des œuvres de quelques auteurs burkinabés. Ces analyses ont été faites dans le sens de répondre au thème de la rentrée littéraire intitulé « Écriture et éveil de conscience ». À l'occasion, de nouvelles œuvres littéraires ont été dédicacées. Le reportage de Nongba Kouda et Ismaël Zuloma Sirima.
Cette conférence publique marque le lancement de la 5e édition de la rentrée littéraire du Faso. Pour s'accorder avec le thème de cette année, écriture et éveil des consciences, les conférenciers du jour ont longuement décortiqué l'œuvre Le crépuscule des temps anciens de Nazi Boni, et cela dans le but de permettre à la génération actuelle de prendre en main son destin. C'est dans ce sens aussi que l'œuvre du professeur Joseph Kizerbo, mais aussi de Nazi Boni, qui a été l'un des précurseurs, notamment dans la relation événementielle de la grande insurrection qui a animé à l'époque la Haute-Volta et que l'on retrouve dans son œuvre Crépuscule des temps anciens. Cette 5e édition de la rentrée littéraire du Faso est aussi ponctuée par des dédicaces de livres. Les œuvres concernées sont principalement ceux destinés à la sauvegarde de l'identité culturelle burkinabé, mais aussi des œuvres qui portent, par exemple, sur la chefferie traditionnelle. Qu'est-ce que l'opinion publique en pense? Faut-il constitutionnaliser ou non? Mais des œuvres aussi à tendance, j'allais dire, touristique. Le docteur Draman Konaté demande ainsi à la jeunesse de s'abreuver à la source des savoirs. Il souhaite aussi voir naître une société de lecture au Burkina Faso. Autre point de l'actualité, constater les bonnes pratiques agricoles et s'assurer du bon suivi des paquets technologiques. C'est la raison qui a conduit le secrétaire d'État chargé de la recherche scientifique et de l'innovation sur les périmètres aménagés de Niassa. La production de semences de base du riz est la principale activité sur ces périmètres. Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. C'est une superficie de 4 hectares que l'Institut de l'environnement et de la recherche agricole INERA et son partenaire, la coopérative agricole de Niassan, produisent la semence de base de riz FKR19. Par cette visite, le représentant du ministre veut s'assurer des bonnes pratiques des paquets technologiques de l'INERA à Niassan. Nous sommes émerveillés et édifiés par ce que nous avons vu. Il y a 2 objectifs. Le premier objectif d'abord, c'est de satisfaire les besoins nationaux en semences de base. Et puis deuxièmement, il faut reconnaître que c'est pour, avec l'encadrement, l'accompagnement des chercheurs, ils amènent les producteurs à avoir une maîtrise des itinéraires techniques et à terme vraiment à s'approprier même la technologie. Le partenariat entre ces 2 structures est satisfaisant. Je suis très satisfait de la collaboration avec les producteurs. Et je pense que nous sommes à la 5e campagne de production de semences de riz que nous faisons ensemble. La semence de base que l'INERA nous donne est de bonne qualité. Lorsque nous la sémons, elle produit bien. Certes, les difficultés existent dans la filière riz, mais elles ne sont pas insurmontables. Je pense qu'il faut des actions concertées. Il y a, c'est vrai, le ministère de l'Agriculture, il y a la recherche et il y a tout un autre dispositif aussi à prendre en compte. Cette visite de la plaine rizicole de Niassan a aussi été l'occasion pour la délégation d'échanger avec les occupants des lieux. Actualité à l'étranger, au Mali, le procès du chef de l'ex-junte militaire, Amadou Sanogo, va démarrer le 30 novembre prochain. Le principal accusé, ses camarades seront jugés pour complicité d'assassinat et d'enlèvement. Il s'agit de l'affaire dite des bérets rouges dans laquelle des corps d'une vingtaine de militaires maliens avaient été découverts en 2013. Il sera finalement jugé à partir du 30 novembre prochain. L'ex-chef de la junte malienne, le général Amadou Sanogo, d'après un communiqué du procureur général près de la cour d'appel de Bamako. Avec d'autres accusés, Amadou Sanogo est accusé d'enlèvement de personnes, assassinat et complicité, d'après un communiqué officiel de la justice malienne. Le général Sanogo, incarcéré depuis fin 2013, est inculpé dans l'affaire des bérets rouges, des soldats opposés au putsch de mars 2012 qui a renversé le président Amadou Toumani Touré et dont les corps ont été retrouvés en décembre 2013 dans un charnier à Diago, près de Bamako. Le coup d'État du 22 mars 2012 avait affaibli l'armée malienne et ouvert la voie aux groupes rebelles qui occupent le nord du pays. D'après le code pénal malien, le général Sanogo risque la peine de mort.
Et puis une autre histoire dans ce journal, le monde du cinéma burkinabé est en deuil. L'acteur Joseph Traoré, plus connu sous le nom de Gros Joe, est décédé des suites de maladie. Il a été inhumé ce lundi à Ouagadougou. Parents, amis et acteurs du cinéma se sont mobilisés pour l'accompagner à sa dernière demeure. Bilou Bassango et Kadi Sanogo. L'acteur Joseph Traoré, affectueusement appelé Gros Joe, l'un des doyens de la comédie burkinabé, n'est plus. Il s'est éteint le samedi 12 novembre à Ouagadougou à l'âge de 78 ans. Joe Traoré est acteur depuis les années 80. Il a tourné dans plusieurs films burkinabés, dont Zamboko de Gaston Kaboré, Karim et Salah de Idrissa Ouedraogo, Soleil de Dani Kouyaté et Humanitaire de Adama Rwamba. Le monde du cinéma burkinabé, cinéaste comme comédien, garde un bon souvenir de lui. Un homme serviable, un homme disponible, un homme infatigable. Il a joué dans les spots, il a joué dans les films de long métrage, il a joué dans les films de court métrage et il a continué de jouer jusqu'après qu'il a été frappé par la maladie, cloué au sol, pour marquer qu'il était toujours à la disposition du cinéma. C'est nous qui devons porter son nom à travers le monde. Parce que Joe n'est pas mort. Il est là, il vit. Parce que avant de mourir, quand je lève le voir, il me dit « Vive le cinéma ». À partir de ce nom, nous devons, pour sa mémoire, continuer à faire vivre le cinéma. Celui que l'on pleure aujourd'hui repose désormais au cimetière route de Saponé. Il laisse derrière lui une famille et des collègues inconsolables. Voilà, paix à l'âme de Joseph Traoré. On termine cette édition par la revue de presse. Les parutions de ce lundi se sont intéressées aux élections consulaires tenues hier au Burkina Faso. La victoire des étalons sur les requins du Cap-Vert a également été commentée par les quotidiens. Des précisions avec Abdoul Rasmane Zongo. Rupture ou continuité à la Chambre de commerce, la réponse dans 72 heures, voire dans une semaine. En attendant, retenons qu'ils sont plus de 11 500 votants et 319 candidats à lorgner, 151 postes à pouvoir à cette élection consulaire qui, du reste, s'est déroulée ce dimanche dans le calme, rapporte aujourd'hui au Faso, aussi bien à Ouagadougou tout comme à Bobo-Dioulasso. L'on attend le verdict des urnes à Ouagadougou, nous apprend l'Express du Faso, et aujourd'hui au Faso de compléter, les domaines concernés sont l'industrie, le commerce et les services, et les résultats définitifs sont attendus dans une semaine. Les journaux Le Pays et Citoyen mettent l'accent sur la haute sécurité qui prévalait pour éviter justement toute fausse note ou perturbation quelconque. Les 151 élus consulaires éliront à leur tour, conclut aujourd'hui au Faso, le président de la Chambre de commerce pour un mandat de 5 ans. En sport, les étalons ont vaincu le signe indien en Cap-Vert et l'Obs s'en réjouit sous le titre « Le bon coup des étalons à Praia ». Pour le journal Le Quotidien, le Burkina Faso crée la surprise à Praia, allusion faite aux 2 dernières confrontations infructueuses avec le Cap-Vert. Et notre temps de parachever que la victoire des étalons les propulse provisoirement à la tête du groupe. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle au programme de la RTV.